Yes. Bon, eh bien, merci à tous d'être ici pour, assister à mon 3e LFT. Merci à l'équipe du LFT justement pour me permettre de partager ma passion pour le Grand Nord avec vous. Merci à Bedrock aussi, de m'autoriser à prendre 45 minutes sur votre temps de travail pour, vous montrer mes photos de vacances. Je trouve ça quand même assez cool. Nous partons cette fois-ci pour faire la traversée du Finnmarksvidda dans le nord de la Norvège et je vous préviens, il va faire assez frais donc habillez-vous bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sylvain Guyon, je suis manager de l'équipe Rocket au back-end et je suis un trouillard en reconversion, aventurier du dimanche, option Grand Nord. Bon, c'est possible que ça vous rappelle quelque chose parce que pour le moment ça commence comme ma conf que j'ai déjà faite l'année dernière sur à peu près le même sujet, mais promis, c'est pas la même. On est sur le même thème, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même séjour. Celle-ci se place, comme une suite de la précédente. La précédente, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Bedrock, pour ceux que ça intéresserait. Et pour rappel, j'y avais parlé de mon histoire personnelle, donc d'où est-ce que ça m'est venu cette attirance pour le Grand Nord, quelles sont mes précédentes expériences. J'ai beaucoup parlé de la préparation, notamment au niveau du matériel, de la nourriture, des moyens de communication et j'avais terminé par une partie, carnet d'aventure. Bon, je vais essayer d'éviter de me répéter cette année. Mais je vais quand même faire une petite piqûre de rappel pour ceux, qui ne s'en souviendraient pas ou qui n'étaient pas là. Il s'agit de mon 4e trek nordique hivernal, mon 3e en solitaire. Le tout premier, c'était au Svalbard en 2019, où là, j'étais avec un groupe, avec un guide et c'est, à ce moment-là que j'ai appris donc à camper dans le grand froid. En 2020, je suis parti sur la Kungsleden en Suède, donc là, c'était ma première fois en solitaire. Je devais partir pour, 1 mois et demi et en fait, ça a été écourté à cause d'une petite blessure au début et de la crise du Covid ensuite. Donc en gros, j'ai fait que 8 jours, j'ai fait que la première partie, tout au nord. En 2022, je suis parti à Kilopa, dans le nord-est de la Finlande, dans le parcours Kekkonen. Là, le but, c'était un peu de me remettre en confiance après l'échec de la Kungsleden. Ça s'est plutôt bien passé à part un souci de bagages au départ et puis, un problème de carburant aussi, donc j'ai dû faire sans réchaud, c'était un peu compliqué. J'ai dû compter sur, la présence de cabanes qui étaient équipées en gaz pour pouvoir finir mon trek. Hem Et lors de ce trek, j'ai aussi réalisé un de mes rêves qui était de poser ma tente sous une aurore boréale, donc ça s'est quand même plutôt bien terminé. Lors de mes treks hivernaux, pour me déplacer, j'utilise ce qu'on appelle une poulka. La mienne, je l'ai appelée Gertrude parce que c'est joli Gertrude. Ça me permet de tirer tout mon matériel. Au pied, j'ai des skis de randonnée nordique qui sont ni plus ni moins que des skis de fond tout terrain. Pour m'abriter, j'ai une, tente d'expédition de marque Elsport. C'est norvégien, c'est, très solide, c'est utilisé par de nombreux explorateurs. Et pour communiquer, j'ai un Garmin InReach qui me permet, d'envoyer et recevoir des SMS par satellite, même quand le téléphone passe pas. Ça permet aussi de faire un suivi en direct, donc il y a un petit point rouge qui se balade sur la carte, sur mon blog et aussi sur une interface de Garmin. Ça me permet d'avoir le GPS avec ma trace et les autres avantages, c'est que c'est très robuste et ça a une bonne autonomie, donc ça pompe pas trop de batterie. Voilà, pour la piqûre de rappel et pour cette fois-ci, donc au menu, un peu comme la fois précédente, on va parler de la préparation, mais en abordant des aspects complètement différents et ensuite on partira sur le terrain avec une longue, partie carnet d'aventure. Je vais déjà commencer par vous parler enfin vous faire une présentation générale du trek, la traversée du Finnmarksvidda. Donc le Finnmarksvidda, ça veut dire plateau du Finnmark et le Finnmark, c'est, la région la plus au nord de la Norvège, vraiment tout en haut, dans le coude. Quelques particularités sur ce trek. Il a été nommé parmi les 5 plus beaux treks à ski, par le magazine Forbes en je ne sais plus trop quelle année. Il se termine à Karasjok et Karasjok, c'est la ville qui abrite le parlement des Samis. Donc les Samis, ce sont les autochtones de la Laponie, ce sont les Lapons. Il y a assez peu de refuges sur cet itinéraire, il y en a que 3 et j'avoue que je m'y suis pas trop intéressé parce qu'on verra plus tard, mais mon but, c'était de les éviter et aussi, c'est la région la plus froide de Norvège continentale.
Voilà. Avec, -3 degrés de moyenne à l'année et un record de -51,4 atteint justement à Karachok en 1886. Donc comme je vous ai dit, le plateau du Finnmarksvidda, il se situe tout au nord de la Norvège, c'est cette région en rouge là. Je vais partir d'Alta, au nord-ouest, pour rejoindre Karachok, au sud-est. Donc en gros, je vais faire la diagonale, sur ce polygone. Bon, cette fois-ci, j'ai des objectifs clairs. D'habitude, j'y allais un peu en me disant: «J'y vais pour me faire plaisir, je verrai sur place, peut-être que je m'arrêterai pour, rester plusieurs jours au même endroit, faire des photos. Si j'arrive pas au bout, c'est pas grave». Là, j'avais quand même envie d'aller un peu plus loin. J'essaie de repousser le bouchon un peu plus à chaque fois et donc mon objectif, c'est d'aller au bout, sans refuge, sans assistance. Donc les fois précédentes, j'ai fait un peu une alternance entre, les refuges et la tente. Là, je veux plus entendre parler de refuge, c'est 100 tente. C'est ça mon objectif. Hem, une petite nouveauté dans ma vie, c'est que j'ai développé mon activité de photographe. Je me suis pris un statut, j'ai commencé à faire des expositions, j'ai fait déjà 3 festivals jusque-là, lors desquels j'ai présenté une première série qui s'appelle, Jour blanc avec des photos issues de mes voyages précédents et j'aimerais bien pouvoir sortir une deuxième série sur les aurores boréales. Le problème, c'est qu'il me manque quelques photos pour faire une série complète. Et aussi, j'ai un peu craqué, je me suis acheté une caméra 360° et je voulais réussir à faire une photo d'aurore avec cette caméra pour pouvoir proposer sur mon stand un petit atelier, immersion sous les aurores avec un casque de réalité virtuelle. Donc me voilà avec 2 objectifs secondaires en plus, compléter ma série photo d'aurore et prendre une photo d'aurore avec la caméra 360. Allez, on s'attaque à la préparation du trek. Cette fois-ci, ça a été très axé sur la formation. J'ai commencé en juin 2022 avec une formation sur le secourisme en milieu dégradé. C'était avec, Jérôme de Fox Survie, qui est un ancien secouriste des forces spéciales. Voilà, le but c'était, étant donné que moi je pars, dans des milieux isolés, s'il m'arrive quelque chose ou si je tombe sur quelqu'un de blessé, ben, voilà, d'avoir un minimum de formation pour pouvoir agir. À la fin de cette formation, j'ai obtenu un petit diplôme qui s'appelle le GQS pour Gestes qui sauvent. Donc voilà, ça a coûté pas très cher et je trouve que c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, je suis parti à l'école des explorateurs. J'ai découvert ça par hasard, en fait, sur une discussion Facebook et quand je suis arrivé sur leur site, j'ai bloqué sur la première ligne qui dit: «Monter une tente en pleine tempête, passer à travers la glace et tomber dans l'eau gelée, comment en sortir vivant?» Et ben, parfait, parce que c'était tous les trucs qui me faisaient flipper et sur lesquels je voulais me former depuis des lustres. Donc bah, je les ai tout de suite contactés. C'est basé à Tignes et c'est détenu par Alban Michon. Donc Alban Michon, c'est un explorateur polaire français, c'est lui le créateur de l'école des explorateurs. Il a réalisé plusieurs grosses expéditions, donc au pôle Nord, au Groenland, sur le passage nord-ouest, au Canada et il est spécialiste en plongée extrême, ce qui veut dire que Alban, il va marcher pendant des dizaines de jours sur la banquise par des -40, -50 et une fois qu'il est arrivé au bout, il creuse un trou et il plonge, seul. Voilà. Bon, il fait un peu des trucs de dingue, mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il laisse rien au hasard. Il a des protocoles de sécurité qui sont vraiment très bien ficelés, qui sont vraiment super intéressants. Il m'avait dit un truc du style, «Ton expédition, elle doit être maîtrisée, je crois que c'est à 98». Bah, sous-entendu, essaye de penser à tout, de prévoir un peu tous les cas et les 2 qui restent, bah, c'est vraiment le gros coup de pas de bol, quoi. Voilà, c'est pas comme certains qui partent sans réfléchir en sortant leur cul du duvet. Et ça correspondait bien plus à ma philosophie, quoi. Donc voilà, Alban, c'était l'homme de la situation. J'ai eu une prise de contact très rapide avec lui puisque je l'ai contacté fin novembre. Je lui ai expliqué mon projet et il m'a dit: «En gros, la glace, elle est en train de se former maintenant, donc par rapport à ce que tu veux faire, c'est maintenant qu'il faut venir». Donc ben, 1 semaine après, j'étais à Tignes avec lui et c'était parti pour une journée de stage, bah, avec un super spécialiste, donc c'était vraiment top. Il a commencé par faire une inspection de mon matériel. Donc moi, je suis parti là-bas avec Gertrude, plein air à bord avec, la tente et tout ça dedans.
Donc on a pris tout mon matériel et il l'a classé un peu en 2 catégories, le vital d'un côté et le confort de l'autre. Le confort pour lui, ça dégage. Hop. Bon, je vous avoue que j'ai pas tout respecté à la lettre parce que moi, ça reste quand même mes vacances, quoi, puis je pars que pour une dizaine de jours, donc voilà. Mais c'était quand même super intéressant d'avoir ces discussions-là avec lui. Il a tout challengé. Par exemple, tes batteries sont vides, tu recharges comment? Sous-entendu, trouve-toi quand même un panneau solaire parce que, ben, je pars avec des powerbanks, mais si mes powerbanks me lâchent, j'ai plus rien. Donc pour lui, un panneau solaire, même si c'est pas hyper efficace, ça apporte toujours un petit quelque chose, quoi. Pareil, ça, est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu peux pas réutiliser ça à la place? Là, il me poussait plutôt à réfléchir à embarquer des équipements qui soient réutilisables pour, plusieurs situations. Je pense notamment, il m'avait dit d'embarquer un piolet qui peut me servir, pour, ancrer ma poulka dans la tempête, qui peut me servir pour, péter de la glace ou des choses comme ça ou pour me défendre, même si je risque pas grand-chose. Pareil, ton harnais pète, tu fais comment? Enfin voilà, on a tout passé en vue, c'était vraiment hyper intéressant et après, on est rentré dans le vif du sujet avec une simulation de montage de ma tente dans une tempête. Donc il avait une espèce de grosse soufflerie qui m'envoyait en pleine tronche. Il m'a fait garder mes moufles pour perdre en dextérité et il m'a mis une sorte de masque de pompier, mais qui était bouché sur la tête, ce qui fait que ça me renvoyait ma respiration, donc c'était plein de buée, je voyais rien et aussi, ouais, ça créait un peu un sentiment d'oppression parce que ça me renvoyait mon air, je respirais pas de l'air frais, quoi, c'était pas fou. Donc voilà, il m'a mis un peu dans la pire des situations et bah, sans surprise, j'ai pas réussi à monter ma tente parce que j'ai une corde qui est passée par-dessus, je m'en étais pas rendu compte et en fait, c'était super intéressant parce qu'après ça, on a passé du temps pour voir comment optimiser justement en rajoutant des petites cordelettes ou des choses comme ça pour que ça se déroule dans le bon sens, en gros. Ah oui, puis je vous en ai pas parlé, mais lui, il avait 2 niveaux, quoi, le vital, le confort. Moi, j'en ai rajouté un troisième, c'est la décoration, parce que j'ai des jolis petits drapeaux sur ma tente. Mais même ça, il a trouvé une utilité. Il m'a dit: «Bah, tu vois, tes drapeaux, tu peux les mettre là et là, comme ça, tu identifies rapidement où passer tes arceaux», et voilà. Donc c'était hyper intéressant. Et ensuite, on a attaqué vraiment le gros du gros, où il m'a appris à marcher sur la glace, en toute sécurité. Bon là, j'avoue, je suis un peu déçu, j'avais pris une vidéo et je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai perdue. Il me reste que cette photo. Donc il m'a appris à différencier, la dureté de la glace selon la couleur. Donc en gros, plus c'est sombre, plus il y a danger. Il m'a appris aussi à sonder devant moi avec mes bâtons. Donc avec mes bâtons de marche, il me faisait taper des grands coups comme ça pour voir si ça passait à travers et en gros, bah, si le bâton passe, il faut pas y aller, quoi. Et après, on a appris quoi faire, si jamais je tombais à l'eau. Donc je vais vous diffuser une petite vidéo, ceux qui sont à distance, vous aurez pas le son, mais vous inquiétez pas, il est très mauvais le son, donc j'ai rajouté des sous-titres et voilà et je vous donnerai quelques explications, à la fin. Donc là, il me fait me rouler dans la neige parce que la neige, elle a un fort pouvoir d'absorption et ça agit un peu comme une éponge, ça va absorber le gros de la flotte. Hem, Après, il m'amène une espèce de ce qu'on appelle une tente d'urgence, une espèce de bâche en forme de dôme. Donc normalement, tout ça, ça devrait se trouver dans un sac d'urgence étanche que j'aurai sur le dessus de ma poulka.
Donc le but, c'est que je me mette là-dessous. Après, il va me chercher un petit allume-feu, c'est comme un petit fagot qui va brûler pendant à peu près 15 minutes. Donc je vais l'allumer dessous, pour créer une sorte de bulle de chaleur. Parce qu'en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que le but là, c'est de sauver mes mains. Je vais pas mourir d'avoir froid aux jambes, je vais pas mourir d'avoir froid au dos, je vais mourir parce que j'arrive plus à utiliser mes mains et du coup, je pourrai plus rien faire. Dans un deuxième temps, ça sera les pieds, mais là, pour le coup, on commence déjà par les mains. Et une fois que les mains, elles seront, sauvées, bah, je passerai au reste. C'est-à-dire que dans mon sac d'urgence, j'aurai des gants de rechange, j'aurai des sous-vêtements de rechange et tout ça. Et ensuite, bah, une fois que ça sera sec, je pourrai, retourner à la poulka, prendre des fringues normales, me changer et repartir en arrière. Je continue pas parce que si la glace elle a lâché là, c'est qu'elle relâchera certainement plus tard. Donc je repars en arrière sur la trace que j'ai prise parce que ça veut dire que je suis déjà passé, donc ça tient normalement. Je retourne au bord du lac, je monte ma tente et je me mets dans mon sac de couchage, je génère de la chaleur, enfin je fais tout ce que je peux, quoi. Hem, Quand il me dit: «On va pas mourir tout de suite», c'est, parce qu'en fait, l'espérance de vie, elle est plus longue dans l'eau qu'à l'extérieur. Parce que l'eau, elle est à -1, 0°, enfin voilà, elle est autour de 0°, alors qu'à l'extérieur, si ça se trouve, il fait -20. Donc, le but, dans un premier temps, c'est déjà de me calmer. C'est pour ça, il me dit: «Vas-y, souffle», pour, réduire le rythme cardiaque, pour éviter que le sang circule trop vite et refroidisse trop vite le corps, en fait. Et aussi, bah, ça permet de prendre son temps de réfléchir à ce qu'on va faire ensuite pour qu'une fois en dehors de l'eau, on déroule sa partition et qu'on on se rate pas, quoi. Parce que là, le compte à rebours, il s'enclenche vraiment, quoi. Bon voilà, c'était vraiment hyper instructif, j'ai adoré cette journée et en plus, c'est un gars super donc je vous encourage, si vous tombez sur lui un jour, sur ses vidéos, on le voit souvent à la télé aussi et il a un livre qui s'appelle «L'école des explorateurs» que je vous conseille. C'est pas dédié qu'au froid, c'est vraiment dédié, pour, tous ceux qui veulent faire des aventures et des choses comme ça. Je vais vous parler de mes anges gardiens maintenant. Ce sont 2 amis à moi. Il y a Manu qui est un ancien parapentiste et Camille Niel que vous connaissez peut-être puisqu'il a fait un LFT ici en janvier, je crois, sur, l'astrophotographie, donc il est astrophotographe. Ils avaient un rôle essentiel non seulement pour ma sécurité, mais aussi pour ma sérénité, puisqu'ils s'occupaient de la surveillance météo lointaine. Moi, en gros, sur mon InReach, j'ai une petite météo, qui revient plus ou moins au widget qu'on a sur nos trucs Google ou Apple là. Donc c'est bien pour savoir si le soir j'aurai des nuages ou pas. Par contre, ça va pas me dire si dans 3 jours je vais me prendre une tempête, quoi. Donc eux, ils vont s'occuper de regarder ça pour moi et me prévenir, si jamais il y a un gros truc qui m'arrive dessus, pour qu'ensuite je puisse décider si, bah, je vais me planquer ou si à l'inverse j'accélère ou voilà. Manu, lui, il est très à l'aise avec les cartes satellites. Camille, il est plus sensible aux intérêts photographiques. Je sais qu'il va surveiller pour moi aussi, tout ce qui est météo spatiale pour, les prévisions d'aurore boréale notamment et voilà, donc leur rôle, il était vraiment primordial pour moi. Ce trek au niveau de la logistique, il a été assez infernal à préparer. J'ai dû revoir ma copie plusieurs fois, parce qu'il fait pas une boucle, donc il a fallu que je gère le retour après, de Karachok jusqu'à Alta. Il y a pas des bus tous les jours, les bus correspondaient pas vraiment au vol, il y a assez peu de logements, surtout à Karachok. Le coût en plus, il est élevé parce qu'on est quand même dans un pays les plus chers du monde. Bref, j'ai quand même réussi à peu près à faire un plan. La trace que j'ai trouvée, elle faisait 120 kilomètres. J'ai décidé de partir sur une base de 10 jours, ce qui me fait 12 kilomètres par jour, ce qui est pas énorme, mais justement, ça me permet de moduler. Si je vois qu'il y a une tempête qui arrive et ben, soit j'accélère, soit je m'enterre et puis j'attends que ça passe et je repars après. Donc voilà, 10 jours, c'était bien, ça me permettait vraiment de moduler, mais j'ai quand même pris 12 jours de ravitaillement au cas où, parce qu'on ne sait jamais, hein, ce qui peut arriver, et voilà, c'est toujours mieux de prendre un peu plus. Cette fois-ci, j'ai changé quelques trucs par rapport à la fois d'avant, c'est-à-dire qu'au niveau de ma préparation, j'ai fini, tout ce qui est alimentation, notamment sur place, à Alta. Donc on y va, on part pour Alta là, donc je suis, 1 jour avant le départ sur le terrain en gros. Déjà, j'ai commencé par aller faire mes courses pour acheter du carburant et j'étais très hésitant sur le fait de partir soit avec du gaz hiver, soit de l'essence. Le gaz hiver, c'est bien parce que c'est plus simple, ça sent pas, c'est moins dangereux. Par contre, c'est limité en température,
ça tourne autour de -25 la limite, selon le mélange, selon la marque qu'on achète. L'essence, bah, à l'inverse, ça pue, c'est compliqué à démarrer, c'est dangereux. À l'inverse, la limite de température, elle est beaucoup, beaucoup plus basse. J'avais envisagé de faire 100 gaz, que d'habitude, les pires températures que j'ai connues, c'était autour de -15, -18 le soir. Mais il y a quand même une petite voix dans ma tête qui m'a dit, «Ouais, prends un peu d'essence». Donc au final, j'ai pris un peu des 2. J'ai fait moite-moite et après je me suis occupé, de terminer mes rations. Donc je suis allé faire mes courses là, à Alta. Tout ce qui était, un peu cher ou technique, compliqué, on va dire, comme les lyophilisés, ça j'ai pris en France, je l'ai amené avec moi. Parce qu'en Norvège, ça va être compliqué de trouver des lyophilisés, français, on va dire, genre tartiflette ou fondue 3 fromages ou ce genre de choses. Et par contre, bah, les nouilles chinoises, les barres de céréales, tout ça, les Norvégiens, ils ont les mêmes que les nôtres, quoi. Donc j'ai fini ma préparation là-bas. J'ai fait 1 sachet par jour plus 1 sachet d'extra. J'ai pris des compléments alimentaires aussi, des oméga 3 et de la spiruline. Ça, c'est Alban qui m'avait conseillé ça pour, m'aider à lutter contre le froid. J'ai eu, des soucis pour, trouver du lait en poudre parce qu'ils ont pas de régilet, donc j'ai fini avec du lait pour bébé, après m'être assuré que, ça me poserait pas de problème digestif. Donc voilà, pour l'alimentation, c'était bon, le carburant aussi, bah, il me restait plus qu'à boucler la poulka, tout empaqueter, tout compartimenter pour, au cas où il y aurait une fuite. J'ai pas envie de me retrouver avec un duvet qui pue l'essence, par exemple. Ensuite, il a fallu jouer au Tetris pour faire rentrer tout ça. Chaque fois, c'est un peu un moment stressant parce que je me dis: «Ça va jamais y aller» et en fait, si, ça finit par passer quand même. Après ça, je suis allé vérifier les communications. Bon, on voit qu'il fait nuit là, hein, l'heure elle tourne, on approche du départ quand même. Est-ce que ma trace elle est bien dans le GPS? Est-ce que les messages passent bien? Est-ce que le suivi sur le site il est bon? Est-ce que mon petit point rouge il s'affiche sur ma carte? Est-ce qu'il y a pas une mise à jour du InReach qui est en attente? Parce que ça, c'est le truc super chiant, on sort le GPS et puis là, mise à jour, reboot, machin chose, donc c'est un peu pénible. Tout était OK et voilà, j'étais, prêt au départ. Donc là, on sent un peu que la tension monte quand même. Ouais, ça fait à peu près plus de 20 minutes là que je vous parle de la préparation. Vous avez envie de voir les photos, tout ça, voir à quoi ça ressemble. Alors imaginez pour moi, ça fait des mois que je prépare ça, j'en peux plus, j'ai envie d'y aller et voilà. Là, j'ai jamais été aussi prêt. Prêt avec un S et un T parce que, bah, j'ai plus d'expérience que d'habitude. J'ai fait des formations, donc voilà, je me sens vraiment prêt cette fois-ci, je suis en confiance. C'est vrai que les autres fois, j'y allais un peu avec, la boule au ventre les derniers jours et fallait me pousser. Non, là, j'étais vraiment super chaud. La semaine d'avant, j'ai fait un appel à Alban où, il a fait un peu voler mes dernières peurs qui me restaient. J'ai senti cette fois-ci que j'étais énormément soutenu parce qu'une semaine avant, j'avais fait ma toute première exposition, au festival Photo des Monts d'Or, donc juste à côté de Lyon là et j'ai reçu plein de visiteurs qui ont pris mes coordonnées pour me suivre et tout donc voilà, j'ai eu pas mal de monde. Pareil, la veille, j'ai lâché un message sur les réseaux sociaux qui a eu un écho, mais monstrueux par rapport à d'habitude, donc je me suis mis à avoir plein de gens qui m'ont suivi, enfin j'ai vraiment senti que ça poussait derrière, donc c'était hyper motivant et aussi, bah, les planètes étaient plutôt bien alignées parce que les premières prévisions météo, elles étaient très bonnes. Ma préparation était OK, les conditions de neige, elles étaient OK et j'avais quand même d'assez fortes probabilités de voir des aurores boréales parce qu'un mois avant, ça avait bien pulsé et heu et donc là, on allait se retrouver face à la même zone du soleil, en quelque sorte. Je raccourcis un peu, mais c'est ça. Et bah, ça y est, on part sur le terrain cette fois-ci. On s'attaque au carnet d'aventure. Donc le premier jour, j'ai eu beaucoup de chance parce que la veille au Airbnb, je suis tombé sur Anne, une guide française qui avait une voiture et qui pouvait m'emmener à la sortie de la ville parce que sinon, il fallait que je me tape toute la ville à traverser, choper les trottoirs, traverser la route sur le goudron avec la poulka et tout, ça m'enchantait pas trop. Et donc elle m'a déposé au stade de biathlon de Kaïskourou, ce qui fait que j'ai pu prendre les pistes de ski de fond pour, finir de sortir de la ville. Vers, 12:00, j'ai pris mon repas vers le lac, Kulojarvi. Là, c'était fini les pistes de ski de fond et j'ai commencé à prendre la trace de motoneige que je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme trace qui prenait exactement le chemin que je devais faire, quoi, donc ça m'aidait un peu d'être sur une neige tassée puis de pas avoir à réfléchir à l'orientation. Et bon, ça commence à devenir un petit peu plus sauvage, mais il y avait quand même encore pas mal de câbles électriques, de chalets, des choses comme ça.
Et enfin, en fin d'après-midi, j'ai passé les derniers chalets, je suis arrivé sur une zone qui était déjà beaucoup plus cool, beaucoup plus sauvage, qui ressemblait à ce pourquoi j'étais venu. Je suis tombé à un endroit avec une belle vue, je me suis dit: «Je vais poser la tente ici». Il y a eu un petit peu de neige et un petit peu de vent pendant la nuit, mais c'était plutôt cool, ça s'est bien passé. Donc voilà, première journée comme attendu, je savais que je partirais de la ville, que ça serait pas encore super joli, super sauvage, mais en tout cas, pas eu de problème. Le deuxième jour, alors là, je vais m'attarder un peu plus, c'est une journée super intéressante. Enfin, je pense, j'espère. Les températures, elles étaient correctes au réveil, donc j'avais 2 petits thermomètres, un à l'intérieur, un à l'extérieur, avec, l'enregistrement des minimales et des maximales. Donc on voit que sous la tente, au minimum, j'ai eu du -10 degrés et à l'extérieur, j'ai eu du -16. Parfait, c'est conforme à mes attentes, c'est, ni trop chaud ni trop froid. Pas trop froid, je vais pas trop galérer à lutter, pas trop chaud, la neige va pas se transformer en flotte parce que, ça c'est chiant en fait quand on commence à arriver vers des températures à peu près positives, dès qu'on touche un truc ça se transforme en eau et tout est trempé, c'est assez chiant donc je préfère des températures comme ça. Au réveil, j'ai eu les douces lumières, lapone que j'affectionne tant, avec, petit soleil tamisé par la brume là qui donne des couleurs assez chaudes, c'était vraiment très chouette. C'était une belle journée, c'était un peu nuageux le matin, mais ça s'est dégagé ensuite. J'ai des motoneiges qui sont passés pour me refaire la trace parce que c'est vrai qu'il y a quand même 30 centimètres de poudreuse qui sont tombés pendant la nuit et au début, c'était un petit peu dur quand même pour avancer là-dedans. Il faisait chaud, j'ai skié sans gants, toutes mes aérations étaient ouvertes et le soir, j'ai eu droit à un joli petit coucher de soleil. C'était assez chouette avec, de belles couleurs et puis, une petite brume à l'horizon là qui était en train de se lever, ça donnait, une une bonne petite ambiance. Donc voilà, belle journée, je me sentais en confiance, c'était nickel. J'ai pris mon temps, j'ai monté mon camp sur une petite butte. J'aime bien poser mon camp en hauteur, comme ça j'ai une bonne visibilité sur ce qui se passe autour. C'est un peu mieux par rapport à l'humidité aussi, puis on dit que le froid a tendance à descendre. J'ai pris mon temps pour tout mettre en place, j'ai pris quelques photos, j'ai retenu une petite envie de faire pipi en me disant: «Ça attendra». Vous verrez après pourquoi je dis ça. J'ai fait une petite toilette, j'ai pris mon temps pour me changer, tout baigne, je suis en confiance. Sauf que à ce moment-là, le piège lapon, il s'est refermé sur moi. Je suis sorti pour récupérer un truc dans la poulka et là, j'ai été mais comme foudroyé par le froid. Ça m'a traversé, mais d'un coup. J'ai été pris de tremblements, je me suis mis à avoir des mouvements incontrôlés, donc là, j'ai foncé sous ma tente, je me suis mis en boule, j'ai jeté un coup d'œil au thermomètre, il m'annonçait -26, alors qu'il faisait pas encore nuit. Donc là, j'ai le stressomètre qui a quand même commencé à tapoter un peu. Hem J'étais un peu comme en état de choc, en fait, dès que je faisais un mouvement, je sentais le froid qui me transperçait à nouveau et je me remettais à trembler. Je sais pas, j'étais un peu comme quand on se fait agresser, quand on se fait surprendre. Donc j'ai essayé de reprendre le dessus en faisant que des petites actions, sans avoir trop à bouger. Donc je me suis couvert, j'ai mis ma chapka, ma grosse veste grand froid, j'ai bu du thé parce que j'avais un thermos à côté de moi, j'ai mangé des graines parce que j'avais un sac de nourriture à côté de moi et petit à petit, j'ai réussi à reprendre un peu le dessus et à reprendre le contrôle. J'ai envoyé un message à Manu pour lui dire ça et sa réponse, elle m'a un peu fait peur. Bon là, c'est un peu petit. En gros, ils annonçaient ça pour, au moins 3 jours. Voilà, j'avoue que je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais à éventuellement ce que ça descende un peu en pic à un moment, mais que ça dure aussi longtemps, ouais, je l'avais pas trop prévu. Et c'est là que je me suis souvenu de cette petite voix qui m'a dit: «Prends de l'essence». Parce que là, le gazivert, il marchait pas en fait et je me serais bien retrouvé dans la merde. Bon, tout ce que je vous ai raconté là jusque-là, en fait, je vous ai listé à peu près toutes les âneries à pas faire. J'ai pas fait d'énormes âneries, mais j'en ai fait plein de petites en fait et tout cumulé, bah, ça m'a amené à cette situation. Ne pas avoir tenu compte des signes pour commencer. Il faisait beau, super, le ciel est dégagé. Bah, là-bas, un ciel dégagé, ça veut dire qu'on va se les peler la nuit. Ça veut dire que la nuit, elle va être glaciale. Parce qu'il y a rien pour, je résume un peu, mais en gros, il y a rien pour nous protéger du froid que l'espace nous envoie, quoi. Après la petite brume, bah, ouais, c'était super joli pour les photos. Sauf que la petite brume, elle est là pour dire que, l'air devient trop froid pour contenir son humidité sous forme gazeuse.
donc elle la renvoie sous forme liquide, qui là-bas devient vide solide vu la température, et ce qui donne ce petit brouillard givrant en fait. Donc la petite brume, elle était là pour dire attention, les températures, elles sont en train de chuter méchamment. La petite envie de vidanger dont je vous ai parlé, en fait, il faut éviter de se retenir parce que le corps dépense énormément d'énergie à maintenir ce liquide à température à l'intérieur du corps. Et il y a aussi une autre histoire comme quoi ça crée un peu trop de tension, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus le truc médical, mais en gros, il faut éviter de se retenir. La toilette, bah, ouais, j'ai fait une petite toilette, Alban, il aurait mis ça dans la case confort. Il m'aurait dit: «Tu pues, tu t'en fous, tu es tout seul». Voilà, et il a pas tort. Se changer. Alors là, il y a 2 écoles. Avant, j'étais à l'école, quand tu arrives au camp le soir, la première chose que tu te fais, c'est tu te changes et tu mets des vêtements secs. Alban, lui, il a une autre manière qui est, il a une autre méthode qui est que, on a des vêtements techniques qui coûtent la peau des fesses, qui sont censés sécher super vite. Donc pour lui, en fait, il y a pas besoin de se changer, ça va sécher, le temps que j'installe le camp, par exemple. Juste au niveau des pieds, par contre, il conseille pour les pieds, effectivement, il arrive et il se pose sur sa poulka et là, il va changer de chaussettes. Ensuite, il monte son camp, mais il garde les mêmes fringues. J'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer cette technique. Je vois que je suis déjà à 35 minutes. Ça va être long. J'ai pris mon temps pour me couvrir aussi, donc ça, il fallait pas, quoi. C'est en fait, dès que j'étais arrivé, il fallait que je garde ma chaleur en mettant ma grosse veste grand froid. Bon bref, ça s'est bien terminé et comme souvent quand j'ai une galère, la nature, elle m'a félicité ensuite avec une première petite aurore, toute jolie, toute douce. On la voyait à peine à l'œil nu, c'est surtout l'appareil photo qui a révélé ses couleurs, notamment le rose là qu'on peut voir à l'horizon et j'ai appelé cette slide le contraste lapon parce que pour moi, c'est vraiment ce qui illustre cette photo, en fait. C'est on a une petite aurore toute douce avec une brume là, enfin je sais pas, cette photo elle m'évoque la douceur, alors que, 1/2 heure avant, j'étais en train de me faire tabasser par le froid et je tremblais dans tous les sens, quoi, donc voilà, c'est très contrasté. J'ai réussi à faire une photo 360 de cette aurore, ce qui veut dire que j'ai à peu près rempli mes objectifs secondaires. Je dis bien à peu près parce que, voilà, c'est quand même pas fou, j'en ai quand même pas beaucoup. Bref, la soirée, elle était un peu compliquée, je suis fatigué, j'ai un peu peur pour la nuit, j'avoue. Donc la nuit, on va la commencer et je vais me mettre au lit. Ça s'est bien passé, j'ai survécu, j'ai bien géré mon protocole pour me coucher, j'ai pas eu trop froid pendant la nuit, j'ai été réveillé par la lumière et par des cris d'animaux. Hem, c'est la nuit la plus froide que j'ai connue jusqu'à maintenant, sous tente bien sûr. Mes thermomètres indiquent un -27 sous la tente et on voit pas trop là, dehors il a fait -31. Voilà, c'est descendu jusqu'à -31. Il y en a qui disent que la tente, ça sert à rien pour garder la chaleur. Là, vous avez la preuve qui se plante parce que, j'avais -27 à l'intérieur, -31 dehors et dès que je me suis mis en mouvement, on voit que, je me suis gouré! On voit que c'est remonté jusqu'à -5 quoi, donc oui, une tente, ça protège au niveau enfin ça permet de garder un peu plus la chaleur, quoi. Bon, ça m'a un peu fait peur, mais j'étais quand même d'avoir réussi ce challenge parce que c'était une inquiétude pour moi de devoir camper comme ça dans le grand froid, donc voilà, au moins là, j'ai été baptisé, c'était fait, quoi. Je me suis réveillé dans une ambiance assez magique où tout était givré, où j'avais toujours, ces couleurs chaudes là que j'aime tant. C'est les couleurs, hein, qui sont chaudes, hein, pas le reste. On est bien d'accord. J'entendais des cris de lagopèdes au loin, donc des lagopèdes, c'est des espèces de grosses perdrix blanches, que j'adore prendre en photo, donc je me disais: «Cool, je vais pouvoir en prendre», mais non. Voilà, enfin, je trouvais que ça méritait quand même bien de se les geler un petit peu, quoi. Bon, par contre, ça allait, chambouler un peu, mon plan, enfin pas tant que ça au final, mais j'emmenais pas trop large, hein, c'était ma première nuit par -30. OK, c'est passé, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que là, je suis parti pour, me faire 3 nuits comme ça d'affilée. Les journées, je pense qu'elles vont pas être trop chaudes non plus. Manu m'a confirmé ça en m'envoyant un message, les 3 prochaines nuits annoncées avec des températures équivalentes. Voilà, super. Donc ma mission là, c'est de foncer pour rester chaud, pour pas trop me refroidir, poser le camp tôt et ne pas avoir à faire ça enfin, ne pas me faire avoir 2 fois de suite, en fait. Tout ce qui est photo, vidéo, là, sur cette journée, pour moi, ça passe un peu au plan secondaire. Il y a Camille aussi qui m'a envoyé des messages plus tard pour me dire qu'il y avait de grosses probabilités de très fortes aurores le soir, puisqu'on annonçait un KP6. Donc le KP, je résume énormément, mais c'est une sorte d'indice d'intensité des aurores qui va jusqu'à 9. Donc 6 sur 9, c'est déjà pas mal.
Ouais, ça me trotte un peu dans la tête quand même, faut avancer, mais il y aura des aurores. Donc voilà, j'ai avancé en direction de la berge nord du lac et vers 16 h, j'ai senti que Camille s'excitait. Il m'a envoyé un message pour me dire: «KP7 en fait». Donc voilà, ça devrait être assez chouette. Donc là, il faut que je reste calme et que j'arrive à bien gérer mon taf de photographe. Donc nouvelle mission, en respectant bien sûr toutes les conditions de sécurité, me trouver un beau coin pour les photos. Donc je me suis mis en quête d'un bon emplacement. J'ai traversé une longue zone désertique, en altitude et au bout d'un moment, je suis arrivé sur une zone, face à une grande descente, ce qui m'a permis d'avoir une visibilité, hyper lointaine et bah, j'ai vu que ça allait être pas mal là-bas parce qu'en gros, c'était tout plat avec juste quelques petits reliefs, donc il y avait rien pour me cacher la vue. C'était juste parfait et j'ai enfin trouvé le bon emplacement, donc avec des petits reliefs derrière pour, faire des photos variées, de grandes étendues de l'autre côté pour, être sûr que ce soit bien dégagé. Je me suis dit: «C'est là qu'aura lieu la bataille». Et la bataille, il y en a eu une autre avec mon réchaud cette fois-ci, parce que j'ai eu de multiples fuites, bah, au niveau de l'essence. À un moment, j'ai fait une connerie, j'ai pris ma bouteille d'essence en métal, à main nue. Donc le métal, autour de -25 et tout ça, il devient presque brûlant, en fait, surtout qu'il y a de l'essence qui avait coulé dessus. Donc j'ai vu mes bouts de doigts changer de couleur instantanément, en fait. Donc j'ai tout de suite lâché. Ça m'a fait des petites gelures superficielles, mais voilà, ça faisait un peu comme une petite brûlure. Bon bref, j'ai fini par m'en sortir, j'ai pris mon repas et pendant ce temps-là, dehors, le chaud commençait, à se montrer. Heu, ça ressort moins bien. Là, pour le coup, ceux qui sont à distance, ils sont avantagés. Donc ça a commencé doucement avec des bandes dansantes, au-dessus de ma tente et puis d'un coup, les choses se sont emballées. Je me suis retrouvé face à un mur de lumière. C'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi intense. D'habitude, pour voir les aurores, on dit de regarder au nord. Bah, là, je regardais au sud, en fait, parce que j'étais à l'intérieur de l'ovale auroral tellement ça descendait loin. Et voilà. Alors cette photo, je l'ai intitulée, «Au pied du mur» et elle est à vendre et je l'ai en stock, hein, si, voilà. Vraiment, j'en croyais pas mes yeux, en fait. Quand je voyais les photos apparaître sur l'écran de mon appareil photo, j'avais l'impression qu'elles étaient déjà retouchées, en fait, qu'il y avait énormément de couleurs, bien plus que ce que je voyais à l'œil nu. Mais je peux vous garantir que j'avais ni Photoshop ni Lightroom sous la tente. À ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que j'étais à peu près au meilleur endroit au monde pour voir les aurores parmi les plus puissantes de ces 10 dernières années, puisqu'on est le soleil, a des cycles de, je sais plus, c'est 11 ou 13 ans et là, en gros, on s'approche du pic du cycle. Donc j'ai eu parmi les aurores les plus puissantes de ces derniers temps et bah, j'avais une météo quasi parfaite avec juste quelques petites bandes de nuages à l'horizon. Donc j'aime pas trop parler de chance parce que je me donne quand même beaucoup de mal pour aller chercher tout ça, mais je dois bien reconnaître que ce soir-là, les planètes, elles étaient plutôt bien alignées pour moi, quoi. Ça a continué toute la nuit, ça s'est transformé, j'ai vu plein de formes différentes, de couleurs différentes, c'était vraiment super chouette. J'ai pu faire ma petite photo à la caméra 360, donc je vais pouvoir proposer, une petite animation avec un casque de VR, lors de mes futures expositions. Donc là, bah, mes objectifs secondaires, ils étaient remplis, il y avait plus de doute, il me restait à me concentrer sur l'objectif principal. Bon, je pense que les aurores, elles ont dû continuer à peu près toute la nuit, sauf que, bah, je vous l'ai pas dit, hein, mais il faisait encore -30. Je commençais à plus sentir mes doigts de pied, je suis allé les réchauffer plusieurs fois sous la tente, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus, donc je suis allé me coucher. Je voulais juste vous montrer cette photo. Les traits qu'on voit là, en fait, ce sont des fusées Vortex qui ont été tirées depuis la base spatiale d'Endøya aux îles Lofoten, donc aussi en Norvège, et qui sont là pour étudier les aurores, en fait. Alors je ne sais pas ce qu'ils font avec exactement, et je sais que, enfin j'ai vu après en rentrant, qu'il y a les mêmes qui ont été tirées depuis la base de Kiruna en Suède, mais celles-ci, je les ai pas vues. Bon, la nuit, elle a été beaucoup plus difficile que la précédente. Je me suis réveillé en pleine nuit complètement frigorifié. J'ai dû rater quelque chose dans mon protocole au moment de me coucher ou je me suis mis au lit trop froid, je sais pas. Mais heureusement, au réveil, bah, il faisait grand soleil, ça tapait en plein sur la tente, en plein sur l'ouverture de ma tente, donc j'ai pu prendre mon petit déj au soleil, ça m'a réchauffé, ça m'a fait du bien. Et ensuite, je me suis lancé dans la traversée du lac Esjavri. Excusez-moi pour mon accent norvégien qui est un peu rouillé.
Bon, la traversée du lac, je vous avoue, c'était pas le plus palpitant, c'était assez monotone, c'était plat, c'était laborieux. Bon, par contre, j'ai pas eu à me servir de ma formation, hein, par -30 avec toutes les motoneiges, tout ça qui passait dessus, la glace, elle était solide, donc voilà, pas eu de soucis de sécurité. La traversée du lac, elle a fait à peu près une douzaine de kilomètres et je me suis posé dès que j'ai pu de l'autre côté, puisque j'en pouvais plus et voilà, je me suis posé un peu plus haut que le lac pour éviter l'humidité. J'étais au calme, il y avait pas de vent. Les températures, elles étaient un chouïa plus élevées, donc ça faisait du bien. Je me suis permis de mettre le réchaud à l'extérieur, du coup, pour être un peu plus en sécurité par rapport aux soucis de fuite que j'ai eu la veille et elles étaient pas aussi fortes que la nuit précédente, mais elles étaient quand même encore un petit peu là, les aurores. Elles ont été un peu plus difficiles à prendre par contre, parce qu'il y avait une présence de petites brumes. Bon, je vous les montrerai, elles sont plus jolies sur un écran quand même. Il y a la lune aussi qui s'est montrée, elle était absente jusque-là et là, c'était le 1er soir où elle sortait. Bon, entre, la fatigue et le fait que c'était moins impressionnant que la veille, je suis allé me mettre au lit quand même assez tôt ce soir-là parce que j'étais assez claqué quand même. À ce moment-là, j'avais fait le plus dur du trek, j'avais traversé le lac, j'ai fait 60 kilomètres sur les 120, j'étais déjà à la moitié. Ça faisait 60 kilomètres en 4 jours, donc 15 kilomètres par jour, j'avais un peu d'avance. Je me suis dit: «À partir de maintenant, je peux me permettre de lever le pied». On attaque le jour 5, c'était un peu moins intéressant, donc je vais passer plus vite dessus. Hem, il fait enfin chaud. Donc chaud, ça veut dire qu'il a fait que -24 pendant la nuit et au moment du réveil, il faisait -13, et en fait, c'était presque agréable. Donc je commençais à être un peu soulagé là, ça allait mieux. J'en ai profité pour faire quelques photos souvenirs, je me suis un peu mis en scène. Sur cette journée-là, ça commence à être un peu plus riche en traces d'animaux. Là, on a du lagopède, je pense, là, peut-être plus du renard, mais j'ai pas vu grand-chose malheureusement. À part ça et ça a traversé, une grande étendue au loin là. J'avais pas un très gros télé, mais j'ai quand même pris cette photo. Hem, sur le coup, j'ai vu que c'était bien gris et bien gros sur l'écran de mon appareil. Je me suis dit: «C'est peut-être un loup». Sauf que, bah, grâce à la technique super poussée du zoom et de la sursaturation, bah, en fait, c'était roux et chez moi, je me suis rendu compte que c'était juste un renard, quoi. Voilà, donc un peu déçu. Mais bon, renard quand même, c'est toujours sympa, je prends, je prends. J'ai posé mon camp dans une zone un peu moins désertique, il y avait un peu plus de végétation, on voit pas trop sur les photos, mais il y avait le refuge de Molichioc là, au loin. J'ai posé ma tente encore sur une petite colline. Il y avait un semblant d'aurore le soir, bon, bah, là, on voit même pas, c'était pas assez intéressant, donc j'ai même pas forcé, je suis allé me coucher direct. Le lendemain, jour 6. D'ailleurs, je crois que je me suis gouré dans les chiffres. Il s'est rien passé de bien particulier, mais ça restait quand même une journée plaisante. Attention par contre, le matin, après le petit-déj, le temps de replier le camp et tout ça, ben, je perdais de plus en plus le contact avec mes doigts de pied, en fait. Je l'ai retrouvé ensuite quand je me mettais en mouvement, que je générais de la chaleur, dans mes chaussures de ski, mais il y a quand même un moment où voilà, je perdais, je perdais mes doigts de pied et je les retrouvais de plus en plus tard, donc ça a commencé un peu à m'inquiéter. C'était le retour des zones désertiques, mais c'était pas pour me déplaire. Je trouvais que ça donnait des ambiances, vraiment très particulières et bah, le soir, j'ai posé, ma tente à un endroit, qui me paraissait, assez calme, toujours en hauteur et sur toute la Laponie, j'ai quand même réussi à poser ma tente à l'endroit où quelqu'un avait pissé avant et je m'en suis rendu compte qu'en creusant ma fosse à froid, donc je me suis dépêché de tout reboucher, puis je me suis dit: «OK, il y aura pas de fosse à froid ce soir». La fosse à froid, c'est un trou qui est à hauteur de mes genoux, en gros, et qui me permet de m'asseoir en étant un peu plus confortable que, si j'étais tout recroquevillé. Pas loin, il y avait une petite cabane avec des motoneiges, je sais pas ce qu'ils faisaient là, c'était probablement des samis. Je aucune idée de ce qu'ils faisaient là-bas. Le soir, il y a eu un peu d'activité parce que j'ai entendu une motoneige qui galérait. Je suis allé voir et elle tractait, je sais pas quoi. Je trouve que ça ressemble à une cabine de sauna plus un jacuzzi derrière, mais ça paraît complètement improbable, mais les Norvégiens, ils aiment tellement ça que je me dis: «Pourquoi pas?» La nuit, elle s'annonçait plutôt prometteuse puisque même quand le soleil était pas encore complètement couché, je voyais déjà des aurores, mais au final, il y avait un peu trop de brume qui s'est levée, donc j'ai préféré aller me coucher, parce que ça sentait un peu le flop. Je me suis réveillé dans une ambiance lumineuse vraiment très particulière, c'était assez chouette. J'avais l'impression d'être sur une autre planète ou sur la banquise.
Le matin, j'ai entendu des cris de lagopède et j'en ai vu un au loin, donc je suis parti à leur recherche. Malheureusement, je suis rentré bredouille et en plus, je sentais vraiment plus mes doigts de pied, donc je me suis dit: «Faut que je me mette en mouvement» et je suis reparti assez vite. Je suis passé à côté du refuge de Ravnastoa, qui était le dernier sur les 3. On peut voir autour qu'il y a, de plus en plus de végétation. Les terrains, ils étaient moins ouverts, donc ça commençait déjà à sentir un petit peu la fin. Le soir, j'ai posé ma tente, au calme dans une clairière, donc pas en hauteur cette fois-ci. Il y avait une petite aurore, mais trop sommeil, j'ai pas poussé, je suis allé me coucher. La neige a été très profonde à cet endroit-là, c'était vraiment très difficile de monter le camp et de tourner autour. Il me restait plus que 25 kilomètres à faire, donc là, j'avais un jour d'avance. Le lendemain, au réveil, il faisait beau, il faisait pas trop froid. Voilà, j'avais un jour d'avance, j'avais pas envie de payer une nuit supplémentaire à Karachioc, j'avais pas envie non plus de poser la tente à côté de la route, une nuit de plus, que je savais qu'en bas, c'était, une nuit au bord de la route qui m'attendait. Je me suis dit: «C'est joli ici, je vais y rester pour la journée. Je vais aller me promener, je vais aller chercher, des animaux». Donc j'ai annoncé ça un peu à tout le monde, avec mon InReach. Sauf que, ben, Manu m'a répondu qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il y a une dégradation qui était annoncée. J'ai eu presque 8 jours de beau temps là et d'un coup ça tournait et bon, il trouvait que ça avait pas l'air trop alarmant, mais il était quand même un peu méfiant parce que là-bas, c'est quand même pas la même météo que chez nous et ça peut vite partir en sucette. Donc j'y ai réfléchi, voilà, j'étais assez explosé, le grand froid m'a épuisé, j'avais de plus en plus de mal à lutter contre lui. J'avais pas envie de me mettre en difficulté les derniers jours et risquer un échec, à devoir, chercher la trace, m'orienter moi-même, faire moi-même la trace dans la neige profonde, voilà, ça m'aurait encore plus épuisé. Donc j'ai pris la décision de replier en 4e vitesse et de descendre du plateau avant la dégradation. Donc j'ai fait un départ express, j'ai mangé sous ma tente pour éviter d'avoir à le faire le long de la route, hein, pendant que tout était déplié. J'ai plié le camp et j'ai foncé, tout l'après-midi. J'ai fait quelques rencontres sympas, notamment ces chiens de traîneau là, j'aurais bien aimé en prendre quelques-uns avec moi, mais bah, je pouvais pas. Ça descendait, donc je suis allé très vite et en fin d'après-midi, je suis enfin arrivé en bas à Kentan. Il me restait plus que 15 kilomètres à faire sur du plat en suivant le lit de la rivière. Donc là, ça commençait quand même à sentir bon, quoi. Il y a un Sami en motoneige qui m'a proposé de m'emmener à Karachioc et je me suis dit: «Non, tricher le dernier jour, ça serait quand même dommage donc tu vas aller au bout, mec». Moi, à ce moment-là, j'avoue, je tire un peu la tronche parce que poser la tente à côté des maisons, on voit pas trop, mais au fond, là, il y a des maisons, il y a une route qui passe. Voilà, ça me faisait pas trop rêver donc j'étais pas à l'aise. En plus, il faisait super froid, j'étais frigorifié. Je voulais juste que ça se termine à ce moment-là, mais sans tricher. Donc ça, c'est ma tronche au réveil le lendemain. Donc on voyait que c'était temps que ça se termine, quoi. Les températures, elles étaient bien plus basses que prévu. J'ai eu du -28 pendant la nuit, il faisait encore -19 là au réveil, alors que d'après la météo, je devais avoir du -15. J'ai replié le camp n'importe comment en 4e vitesse, j'en avais rien à cirer. Le soir, je dormais au chaud. Je voulais juste en finir. La fameuse dégradation, bah, elle arrivait tout doucement, hein. On voyait que le soleil, il a été remplacé par des nuages bien gris. Il commençait à neiger. Heu, C'était vraiment laborieux ces 15 derniers kilomètres parce que j'en pouvais plus. Puis comme un con, je faisais un stop toutes les 5 minutes pour regarder où j'en étais sur le GPS, alors que c'est la chose à pas faire. Mais il y a eu aussi un petit côté sympa, c'est que je captais à ce moment-là, donc c'est le moment où je découvrais un peu, tous les messages d'encouragement que j'avais eu sur les réseaux sociaux et notamment que certaines d'entre vous m'avaient envoyé, donc ça m'a bien motivé pour finir. J'ai continué à suivre le lit de la rivière et enfin, en milieu d'après-midi.
Voilà, donc le mercredi 29 mars vers 14 h, fin de la traversée. Ça m'aura pris 9 jours pour faire ces 120 kilomètres. J'ai, trouvé, ma petite cabane là qui m'attendait au camping de Karachioc. J'ai un peu revu ma définition du luxe. Heu, Après, 9 jours par, je sais pas, peut-être -20 de moyenne. Juste ça, là, j'avais l'impression que c'était, l'hôtel 5 étoiles, avec, champagne et caviar, quoi. Rien que le fait de sentir de la chaleur déjà, c'était une sensation mais, complètement incroyable. J'ai pas fini dans un super état quand même. J'ai perdu au moins 3 ou 4 kilos. J'avais les joues complètement brûlées avec des cloques et tout, donc je pense que c'était un mélange entre, le froid et le soleil aussi, parce que je me suis tellement concentré sur le froid que j'ai oublié le soleil, donc j'ai pris des coups de soleil monstrueux. J'avais des brûlures de froid légères aux doigts, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'avais une gelure à l'orteil gauche qui faisait que je le sentais plus du tout. Une gelure un peu plus légère à l'orteil droit qui faisait que j'avais des sensations assez étranges, les lèvres complètement éclatées. Mais à côté de ça, bah, voilà, énormément de fierté, beaucoup d'émotions, j'ai appris plein de nouvelles choses en préparant ce trek. J'ai surmonté certaines de mes peurs, notamment comme je vous disais, le fait de dormir par -30 sous une tente, quoi. J'ai fait le plein de photos, de vidéos, de choses à raconter, donc c'était vraiment ça qui comptait. J'ai bien fait de terminer plus tôt, en fait, parce que, la petite dégradation, ça s'est transformé en grosse tempête de neige. Toutes les routes elles ont été coupées plus haut, j'ai pas pu rentrer sur Alta. Même la déneigeuse s'est plantée dans les montagnes et les locaux m'ont dit: «C'est la première fois qu'ils voyaient ça». Donc j'ai bien fait de compter très large parce qu'en plus, comme je vous ai dit, il y a pas des bus tous les jours. Donc là, il y avait pas de bus le samedi, ce qui m'obligeait à attendre le dimanche pour, rentrer sur Alta. Mon avion était le lundi. En plus, bah, je payais des logements en double parce que j'avais réservé un logement à Alta et là, je me retrouvais à devoir payer en plus à Karachioc, donc ça m'a coûté un peu cette affaire-là. Mais le dimanche, Gertrude et moi, on avait nos fesses, dans un bus pour Alta, donc on a pu rentrer et on est arrivé en milieu de soirée. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de profiter d'Alta parce que mon avion repartait pour Lyon le lundi midi. Et c'est bien dommage qu'il y avait un centre aquatique avec un spa, un sauna et tout ça, et je pense qu'après tout ça, ça m'aurait fait le plus grand bien. Il y a des musées, il y a des peintures rupestres préhistoriques, j'aurais bien aimé aussi aller me promener le long de la côte pour voir des paysages un petit peu différents. Le lundi, et ben, je suis bien rentré à Lyon, tout s'est bien passé. Gertrude et puis mes sacs, ils ont pris un peu plus de temps. Eux, ils sont rentrés, que le mardi. Donc j'ai encore eu mes bagages retardés, mais cette fois-ci, c'était au retour, donc c'était moins grave. Mes orteils, eux, ils reviendront 2 mois plus tard. Voilà, donc comme ça m'a un peu inquiété au début, 2 semaines après, j'ai pris un rendez-vous en visio avec un médecin de montagne, urgentiste, et donc il m'a rassuré et on a discuté un petit peu pour voir, d'où ces gelures pouvaient venir, sur qu'est-ce que j'ai raté et comment l'améliorer. Et donc pour lui, je devrais prendre encore plus de nourriture parce que comme je l'ai dit, j'ai pris exactement la même chose que l'an dernier en Finlande, sauf que l'an dernier en Finlande, j'avais des températures beaucoup plus clémentes et donc ça m'avait convenu. Cette année, avec le grand froid, en fait, je consommais beaucoup plus sans m'en rendre compte et bah, je m'épuisais, en fait, sans m'en rendre compte. Mon corps tapait beaucoup plus dans les réserves. Donc lui, il m'a dit: «Normalement, par -25, il faudrait environ 6 000 kilocalories par jour». Moi, j'étais juste à un tout petit peu plus de la moitié de ça et j'avais déjà l'impression de devoir me gaver. Ça me prenait déjà un poids et un volume monstre dans la poulka. Donc je sais pas comment on peut atteindre des valeurs comme ça. Va falloir que je me penche sur cette question. Hem, Avoir des chaussons amovibles dans mes chaussures de ski, parce qu'en fait mes chaussons sont solidaires de ma chaussure, ce qui fait qu'ils restent dans le froid et le matin quand je mets le pied dans ma chaussure de ski, bah, je mets le pied dans un truc qui est à -25 en fait. Donc tout de suite ça m'aspire toute la chaleur de mon pied en gros. Alors que si j'avais des chaussons amovibles, je pourrais dormir avec dans le sac de couchage, ce qui les garderait au chaud et ce qui fait que j'aurais pas ce problème-là le matin. À défaut, peut-être que je pourrais utiliser des chaufferettes. Aussi que je fasse attention à la répartition de mon duvet dans mon sac de couchage, parce que je pense qu'à force de le plier, le déplier, ça a peut-être bougé un peu la garniture dedans et il est possible que certaines nuits, je me sois retrouvé un peu avec des trous, enfin ce qu'on appelle des ponts thermiques. Donc il faudra que je fasse attention à ça la prochaine fois. Et donc pour conclure, avec un quart d'heure de retard, donc merci, à Damien avant d'avoir fini plus tôt. Si vous voulez en savoir plus, je raconte toutes mes journées en détail, parce que là j'ai fait un résumé. Je les raconte en détail sur mon blog, évasionboréale.fr. Pour les photos, vous pouvez les retrouver sur mon Insta, sylvain.guillon.photo.
Et vous pourrez aussi me retrouver au, parc des expositions de Mâcon du 10 au 12 novembre pour le festival Périple et compagnie qui sera mon premier festival d'aventure. Pour le moment, j'ai participé qu'à des festivals photos, donc là, ça sera un festival d'aventure. Et en plus, Mâcon, c'est de là où je viens, donc je suis, assez content de revenir au Bercail pour présenter tout ça. Et donc ce sera ma série Jour blanc que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et en janvier et février, normalement, j'aurai une exposition dédiée à moi-même dans les Monts d'Or, à Paul-et-Mieux, à la galerie d'art, Les Voix du piano. Donc il y aura un vernissage, il y aura peut-être une conférence et tout ça. Et là, je vais présenter Jour blanc plus mes aurores, que voici. Et voilà, donc j'espère être pris à de nouveaux festivals pour, pouvoir leur présenter tout ça l'année prochaine. Je vous remercie. Et donc derrière, ce sont les images, de mon retour en bus entre Karachok et Alta. Voilà. Let's go pour les questions. On a une première question de Hugo, qui se demande, comment tu sondes avec ton bâton et à quelle fréquence en marchant sur la glace? Je sonde en tapant très fort, en fait, devant moi. Et la fréquence, je dirais le plus souvent possible, quoi, presque à chaque pas, en fait. Mais j'aurai les skis, enfin, normalement, j'ai les skis aux pieds. Ce qui fait que, Alban, s'il me faisait ramper au début sur la glace, c'est parce qu'il estime que ça fait à peu près la même répartition de poids qu'avec les skis. Et donc, c'était pour me montrer que la glace, elle résistait quand même bien. Et que là où je suis passé en rampant, probablement que le bâton, il serait passé à travers et ça m'aurait dit va pas là-bas. Et pourtant, même en y allant, avec les skis, ça serait probablement passé. Donc en fait, il faisait ça aussi pour me montrer que le risque de tomber, il était quand même assez faible. Mais pas négligeable, donc c'est pour ça, faut quand même sonder avant, quoi. Eh ben, bravo pour l'aventure. Moi, j'avais une question sur. Merci. Tu as parlé de protocole de sommeil plusieurs fois. Ouais. En quoi ça consiste Ouais, j'aurais bien aimé en parler plus en détail, mais c'est vrai que c'était un peu la course, vu que j'avais que 45 minutes et que j'ai fait 1 heure. En fait, j'ai plein de couches pour me coucher. J'ai un gros drap de sac épais en polaire. Ensuite, j'ai le... Ah non, j'en oublie déjà une. Quand il fait vraiment très très froid, déjà, je mets ce qu'on appelle un VBL pour Vapor Barrier Liner. C'est un pare-vapeur. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de sac en plastique, en fait, qui va protéger le duvet contre mon humidité corporelle à moi. Ça va éviter que mon humidité à moi, elle aille se mettre dans la garniture du duvet et que petit à petit, ça réduise son efficacité. Donc déjà, je vais dormir là-dedans. Ensuite, par-dessus, je vais mettre un drap de sac assez épais en polaire pour renforcer encore plus mon sac de couchage. Après, le sac de couchage. Et tout ça, je vais le mettre dans un sursac pour protéger contre l'humidité extérieure cette fois-ci. Donc là, je suis déjà à 4 couches, si j'ai bien compté. Et je parle de protocole, parce qu'à chaque fois, il faut s'enfiler dans chaque couche, faire attention à ce que la couche, elle ferme bien, que je laisse pas sortir trop d'air chaud, que j'ai pas une fuite de chaleur en fait pendant la nuit, quoi. Et aussi, autre chose qui fait partie du protocole, c'est qu'il faut pas se coucher en étant froid. On recommande presque de faire un peu d'exercice avant pour que le corps génère de la chaleur, pour que ça gonfle le sac en gros, et qu'on n'ait pas froid pendant la nuit. Et je pense que le deuxième soir, je me suis effectivement, enfin le deuxième soir de grand froid, je me suis couché avec les pieds trop froids et ça n'a pas aidé, quoi. Okay. Merci. Une autre question à distance de Sarah. Est-ce que faire pipi évite de se les geler? Plus ou moins. Enfin, ça évite pas de se les geler, mais ça fait partie des choses à éviter. De se retenir, c'est pas une bonne chose pour lutter contre le froid. Ouais. Parce que comme je disais, il faut que le corps il garde ce liquide à température à l'intérieur du corps et il perd. Attends, le corps, ouais, vous avez compris, quoi. Et du coup, il perd de l'énergie en faisant ça. Merci déjà, c'était hyper intéressant. Je pense que ça mériterait même un court-métrage, à proposer à Montagne en Seine. Alors, j'y réfléchis. D'habitude, mes précédentes confs, je finissais par un petit film avec de la musique qui fait pleurer et tout. Là, en fait, j'ai pas mal de vidéos, plus que d'habitude, mais c'est pas mal de vidéos où je parle par-dessus. Donc, j'allais pas les diffuser là parce que ça aurait fait un peu doublon, mais j'ai peut-être suffisamment de matière pour faire un petit truc. Faut juste que je prenne le temps.
J'avais quelques questions. Le poids de Gertrude, tu le sais? À ce Ouais, que tu je, dois tirer? je le sais à la louche. Je l'estime à peu près à 60 kilos en début de trek. Donc plus si tu prends plus de bouffe. Ouais. Sachant que c'est déjà assez énorme, mais j'ai beaucoup de matériel photo, vidéo, et je lésine pas trop sur la sécurité non plus, hein. Ma tente, elle est peut-être un peu trop grosse pour moi tout seul, mais elle est blindée. Et puis, je me dis aussi, si un jour j'emmène quelqu'un d'autre, bah, j'ai pas à changer de matériel. Donc, Et tu parlais de VR de tes photos que tu allais proposer. Est-ce Ah. que tu penses le faire à Bedrock pour qu'on puisse profiter de cette expérience? Il y en a déjà qui ont pu essayer. Il y a un casque de VR qui traîne là dans un casier. Et, faut passer me voir au 3 et il y a moyen de s'arranger. Ouais. Merci. Une autre question de Cyril à distance qui est changer ses chaussettes à -26, comment ça se passe? Bah, il faut le faire vite, quoi. Faut pas trop traîner. Ça passe, hein. En fait, sauf s'il y a du vent, il y a quand même une petite inertie au niveau de la température. Après, je dis pas, s'il y a du vent, là, par contre, il faut quand même mieux s'abriter avant parce que le vent, c'est rapidement problématique. Mais s'il n'y a pas de vent, généralement, il y a une petite inertie au niveau du corps. Donc, on a le temps de changer ses chaussettes sans trop se les geler, quoi. Enfin, la preuve, hein, c'est que j'avais le temps d'à peu près faire une toilette avec des lingettes que j'avais réchauffées avant, bien sûr, hein, parce que sinon, elles étaient gelées. Mais voilà, il y a quand même un peu d'inertie avant de trop ressentir le froid. Il y a quoi comme truc de confort que tu as gardé du coup? Mon petit oreiller, mon matelas gonflable aussi. En fait, Alban, lui, il dit qu'à des températures trop extrêmes, tu vois, si tu as une toute petite fuite, tu peux la réparer. Tu as un petit trou, tu répares avec une rustine, mais avec des températures trop extrêmes, tu n'es pas à l'abri que la valve pète ou un truc comme ça, ou que la colle autour de la valve lâche, et là, tu te retrouves, tu n'as plus rien, quoi. Donc, lui, il va partir avec que des matelas mousse qu'il va empiler, en fait. Bon, moi, je partais que pour une dizaine de jours, donc j'ai quand même un matelas mousse en bas, mais par-dessus, je mets encore mon matelas gonflable. Après, il y a certainement plein de petits accessoires et tout dont je me souviens plus. Mais Une question de Jérôme. 12 jours dans un environnement hostile en solitaire, comment est-ce que tu gères le côté psychologique? alors, je suis en solitaire, mais j'ai quand même croisé pas mal de monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui prenait cet itinéraire, notamment en motoneige. Il y avait pas mal de skieurs aussi, surtout en groupe. Bon, je suis le seul que j'ai vu complètement en solitaire. Après, j'ai pas eu trop de soucis, honnêtement. Je résiste plutôt bien à la solitude, donc jusque-là, j'ai pas eu trop de pépins avec ça, quoi. Et j'ai quand même mon InReach qui me permet de garder un semblant de contact avec mes proches, permettre d'échanger quelques messages et tout ça. Une dernière question de Jonathan. As-tu déjà testé l'igloo? Non, parce qu'un igloo, c'est super compliqué et super long à faire. Après, il y a d'autres techniques d'urgence. Je sais plus comment on appelle ça, un Quincy, je sais plus quoi, là, où on fait un gros tas de neige, on met un sac à dos, on fait un gros tas de neige par-dessus, on tasse. Si on peut, on met des petits bâtons ensuite pour que quand on va creuser l'intérieur, on voit qu'on n'est pas en train de creuser trop loin. Mais j'ai jamais eu à faire ce genre de choses, heureusement. Mais ça pourrait faire partie faire l'objet d'une future formation, ce genre de choses. Eh bien, merci beaucoup pour ta super conf.